C'est notre messe dominicale, mesdames et messieurs. Dimanche, nous recevons pour vous, Alternance oblige à Congo Web Télévision, un membre influent, j'ose le dire, et je crois que vous n'allez pas me contredire, un membre influent de l'opposition, et avec lui, nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Il est président du MPCR, son parti, et coordonnateur pour la province du Congo central. Maintenant, je le prononce très bien. Congo central pour l'ensemble, ensemble pour le changement. Avec Jean-Claude Wemba, nous allons parler de temps fort de l'actualité. Et merci aussi à Elvis Bolungu qui est avec nous ce dimanche en esprit. Et il est président de la Ligue de jeunes de son parti. Les jeunes, comme vous le savez, l'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Alors, très heureuse de vous recevoir, Jean-Claude Wemba. C'est toujours un plaisir de me retrouver ici, dans cette chaîne que je connais depuis plusieurs années, parce que nous avons commencé à travers la radio. Je me souviens encore à Sofitel, à Sofidé. Quand il y avait une radio internet, web d'ailleurs, c'était la première en République démocratique du Congo, et que Gabriel Chabani voulait vraiment avoir un grand consortium de médias, et voilà que Congo Web, c'est toujours une fierté, madame Paulette qui monte au Kipiop. Quand nous venons pour nous exprimer. Le problème, ce qui est exceptionnel, c'est ce que la diversité est votre socle. Et c'est une très bonne chose pour les Congolaises et les Congolais. Jean-Claude Wemba, je commence par vous attaquer parce que dernièrement sur les réseaux sociaux, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe dans Ensemble? Parce que déjà, nous avons lu, j'ose le dire, et nous vivons presque dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe avec Délice Sanga? Ce sont des fake news ou quoi? Parce que nous avons appris que Délice Sanga, on l'a arraché presque, je peux me permettre, la manne des mains, l'argent, le ndimbu, vous le savez, que les membres de l'Ensemble ne veulent plus que Délice Sanga gère l'argent. Est-ce que c'est lui qui gère l'argent? Comment se présente l'organigramme de Non, Ensemble? je crois qu'il y a une structure bien déterminée que le président Moïse Katumbi Chapwe a mise en place à ce qui concerne l'Ensemble. Délice Sanga est le secrétaire général de Ensemble pour le changement. Donc, non, nécessairement, en tant que responsable de ce groupe, il est tout à fait normal qu'il puisse avoir un œil sur les finances du mouvement. Mais en ce qui concerne les finances, c'est le secrétaire général adjoint, Christian Mwando, qui s'occupe des finances de l'Ensemble. Donc, Délice Sanga, je pourrais dire, ne voit que les papiers. En ce qui concerne les mouvements de fonds et tout consort, je ne pense pas. Mais nous connaissons bien notre pays, Kinshasa. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Les rumeurs à Kinshasa, en tout cas, je suis journaliste, désolé, c'est vrai, mais c'est Kinshasa et ses réalités, la RDC, ses réalités. Il y a toujours peut-être une part de vérité dans cette histoire, parce que comment expliquer qu'un grand nom, une intelligence comme Délice Sanga soit cité ainsi, presque négativement en ce qui concerne l'argent? Mais madame, vous savez, il y a des officines kabylistes et kabylies dans la grande dynastie kabbyliste et kabylienne qui fait de tout son mieux pour qu'Ensemble pour la République puisse se discolquer. Ils veulent nécessairement que Moïse Katumbi Chapwe, le président d'Ensemble, reste seul. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a à peine quelques semaines, ils ont eu de contact avec le président national de l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez. Et même la plupart des gens, madame, ils sont à l'heure actuelle approchés pour des éventuelles supplications inutiles. Il n'y a pas que ça. Je vous rassure il n'y a pas de problème. Délice Sanga est le secrétaire général d'Ensemble et il ne s'occupe pas du pour terminer, financier. On reste toujours, peut-être que Délice Sanga viendra aussi pour nous donner un peu sa part de vérité, parce que ce nom est cité aussi par rapport à autre chose. Il dit que nous, Ensemble, c'est lui qui a trouvé ce mot-là. Tout ça, et Moïse Katumbi se plaint que lui et l'autre nom m'échappe, il était de l'UNC à l'époque, le nom viendra, qui sont en train de se battre que pour leur parti. Ils sont à côté de Moïse Katumbi que pour son argent. Ça se dit aujourd'hui. Et Moïse Katumbi se plaint que Délice Sanga, et comment l'autre, le nom m'échappe, mon Dieu, Ewanga, merci, avec Ewanga, que les deux sont là pour propulser que leur parti. Donc, leurs noms sont cités comme ça. C'est vrai qu'on ne peut pas parler des absents, mais vous êtes d'Ensemble. Est-ce que vous avez entendu ces remous-là? C'est toujours les officines de Kabila qui propagent de telles nouvelles? Mais je dois vous dire la vérité, je n'ai pas entendu le président Moïse Katumbi se plaindre.
de quoi que ce soit. Je suis quand même parmi des gens c'est proche, qui sont quand même assez proches de Moïse Katumbi. Et je crois que nous en parlons beaucoup en ce qui concerne notre mouvement. Je n'ai jamais entendu dire quoi que ce soit. Et je n'ai jamais entendu non plus, que ce soit Délice Sanga, que ce soit Jean-Bertrand Ewanga, dire comme quoi que ce sont eux qui ont trouvé le nom. Mais madame, admettons, paix à son âme, mon papa Gaston Tsengibibi, que vous n'avez pas connu, qui a été le cofondateur, le fondateur de Sévère, le fondateur du MPR. Est-ce qu'il s'en est attribué? C'est le maréchal Mobutu qui a toujours été le fondateur. C'est tout à fait normal quand vous avez des experts grises comme ça. C'est tout à fait normal que chacun puisse amener une virgule, l'autre peut amener autre chose. Pour moi, ça ne me gêne rien. L'essentiel est que l'ensemble pour le changement au Congo a commencé avec le discours du président Moïse Katumbi en Afrique du Sud, à Johannesburg, et c'est à ce moment-là que Ensemble existe. Les autres, madame, vous savez, à une certaine époque, on était jeunes dans cette ville, hein. Nous avons eu aussi à donner des noms à beaucoup de choses, hein, et qu'à ce jour, plus personne ne le sait. Voilà, nous allons commencer par le social cette fois-ci, parce que l'Ebola, nous devons en parler. L'Ebola en République démocratique du Congo, nous allons essayer de faire l'état des lieux. C'est une maladie qui fait peur et vous le savez, cette semaine, il y a eu une peur bleue dans la ville de Kinshasa. On a dit qu'Ebola est arrivé à Kinshasa, mais le ministre Oli Ilunga a rassuré, il n'y a pas de cas d'Ebola à Kinshasa. Nous allons parler de la malnutrition aiguë au Kasaï. Beaucoup de Congolais ont vu ce documentaire de ce Français. Est-ce qu'il fallait-il que ce Français vienne chez nous pour nous rappeler qu'au Kasaï, ça ne va pas, qu'il y a des enfants qui meurent de faim et à chaque chose, malheur est bon, comme on dit. Ça a réveillé peut-être beaucoup de Congolais aujourd'hui. Les Congolais se battent pour récolter quelque chose, pour aider ces gens de Kasaï. Je vais poser la question à Jean-Claude Vomba qui est de Congo Central. Si au Congo Central, les gens savent qu'au Kasaï, les jeunes, et les enfants, les femmes meurent de famine, nous allons aussi parler de l'aide. Eh bien, la communauté internationale, cette fois-ci, il n'y a pas de souveraineté. Quand il s'agit de famine, quand il s'agit d'aide humanitaire, la Grande-Bretagne a levé de fonds, plus ou moins quelques millions de dollars pour aider la République démocratique du Congo. Ce grand condensé, s'il vous plaît. Le conflit et les déplacements continuent d'avoir des conséquences dévastatrices pour les enfants du Kasaï, a déclaré Fatou Mandiaye, directrice générale adjointe de l'UNICEF, lors de son retour d'une mission dans la région du Kasaï en RDC. Selon l'UNICEF, 400 000 enfants souffrent de la malnutrition aiguë sévère. 71 000 enfants ont déjà été pris en charge par l'UNICEF. L'insécurité alimentaire au Kasaï a été aggravée par une forte baisse de la productivité de terre liée au déplacement. Selon le rapport de l'UNICEF, les premières victimes de la crise sont celles de nombreuses familles chassées de leur maison, se trouvant dans l'incapacité de planter et récolter, ce qui a entraîné une augmentation des niveaux de malnutrition. L'UNICEF avertit que si ces mesures urgentes ne sont pas prises pour renforcer l'aide humanitaire, le nombre de décès d'enfants pourrait augmenter davantage. Plus de 200 000 centres de santé ont été pillés, brûlés ou détruits pendant les conflits, alors que 400 écoles ont été attaquées ou utilisées par les militaires. Dans ces conditions, environ 440 000 enfants ont été incapables de terminer leur année scolaire en 2017. Notons que sur le plan sanitaire, la vaccination des enfants a été interrompue par la violence et la région fait maintenant face à des flambées de choléra et de rougeole. De milliers d'enfants déplacés ont passé de mois sans accès aux services dont ils ont besoin comme le soin de santé, l'eau potable, l'éducation et leur bien-être, a indiqué Fatou Mandiaye, directrice générale adjointe de l'UNICEF. Soucié de cette épidémie qui ravage les habitants de la province de l'Équateur en RDC, le Royaume-Uni se hisse dans le rang de plus grands donateurs en ce qui concerne la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il a par ailleurs annoncé ce mercredi 23 mai 2018 une aide additionnelle de 5 millions de livres sterling en guise d'appui pour faire face à cette épidémie qui sévit à l'Équateur.
D'après le communiqué faisant annonce de l'apport du gouvernement britannique dans la lutte contre Ebola en RDC, le Royaume-Uni œuvre à améliorer la capacité de pays vulnérables à risque élevé dans toute l'Afrique, à détecter et à lutter contre les épidémies de manière rapide et efficace, a souligné Penny Mordaunt, ministre britannique de la coopération internationale. L'Angleterre a déployé 3 experts de l'équipe intervention rapide de la santé publique, 2 épidémiologistes et un scientifique chargé de collecte de données pour contribuer dans les soucis de la propagation de cette maladie. À noter que les États-Unis d'Amérique avaient également annoncé à travers USAID une aide de 7 millions de dollars supplémentaires, toujours dans les soucis de riposter contre le virus Ebola dans la province de l'Équateur. Jean-Claude Ovemba, je ne suis pas du tout contente personnellement et en tant que Congolaise parce que l'opposition, notre opposition, l'opposition congolaise se bat, comme l'a dit Serge Kabongo, clin d'œil à Serge Kabongo de Kiosque, que quand il s'agit de leurs propres intérêts. Vous êtes dans la rue, vous demandez ceci, cela. Mais quand vous voyez ces images des enfants du Kasaï, l'Ebola, pourquoi l'opposition se tait? Pourquoi vous n'êtes pas dans la rue pour demander de l'aide, pour demander au gouvernement de se battre pour aider les enfants du Kasaï? Madame, je vous répondrai par rapport à votre introduction sur ces sujets meurtris. Simplement pourquoi? Madame, c'est difficile d'avoir les nouvelles de province, du Kasaï, de l'Est. Comment ça? Tout simplement parce que les meilleures télévisions que nous avons ici à Kinshasa sont interdites. C'est ça le problème, madame. Quand vous voyez ce Français qui est parti, si vous regardez bien, il n'avait pas un titre de journaliste. C'était par rapport à certains organismes de santé qui sont partis prêter secours à nos enfants, à nos femmes, à nos mamans et tout cela. Madame, si nous sommes au courant, comme depuis le reportage là, quel membre du gouvernement il parle? C'est ça le problème, madame. Nous, quand il s'agit de quelque chose au niveau du Kasaï, nous ne cessons de le dire. Madame, les responsables sont ici à Kinshasa. Qui ne sait pas que c'est grâce à cette affaire montée de toutes pièces de Kamwina Sampo qu'aujourd'hui on se retrouve mais avec les conséquences sont là, mais c'est la population qui trinque. Madame, ces conséquences, c'est moi, Jean-Claude Ovemba, qui les subis. Parce que vous ne le savez pas. Madame, depuis 1974, autant de Kassaïens qui sont dans le Congo central, qui sont venus à l'époque des arréalisations. Ils ont leur famille là-bas. Nous avons des grandes communautés kassaïennes, madame. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Tatou, qui est resté 50 ans à Kassangoulou, qui vient de mourir il y a à peine 2 mois. Donc, moi, je dis tout simplement, madame, nous le disons. Nous le disons, madame. Vous savez, ici, pour faire une marche, c'est tout un problème. Madame, le problème, c'est quoi? La RTNC, Digital, RTGA, ce sont ces télévisions qui sont partout au Congo. Quand eux font le blocus, comment voulez-vous que nous le sachions? N'eût été les réseaux sociaux, vous et moi, on n'aurait pas suivi ces documentaires. Ça, madame, ça m'a donné froid au dos. Et je me rends compte, pourquoi doit-on faire ça au Balouba? Qu'est-ce que les Balouba méritent pour qu'ils puissent souffrir autant? C'est ça le problème, madame. Est-ce que vous n'avez pas proposé ça comme, je ne sais pas, thème à l'Assemblée nationale? Parce que quand même, vous êtes député, vous êtes mandaté par cette population. Est-ce que vous causez avec le député originaire du Kasaï par rapport à ces sujets? Mais c'est quand même incroyable, madame, se laisser aller, cet abandon de cette population. La plupart des Kassaïens sont avec nous dans le groupe parlementaire IDPS et ALI. Et alors, qu'est-ce que vous faites pratiquement? Madame, on en parle. Il y a même des questions orales avec débat, pour que le ministre de la Santé vienne nous expliquer. Mais vous savez, c'est le bureau qui aligne les questions, madame. Mais pour vous, ça n'est pas prioritaire, vraiment. Il n'y a que la politique dans ce pays qui doit être prioritaire. La santé, la mort des Congolais ne vous importe pas? Madame, les Congolais meurent partout. Exactement. Et nous les dénonçons. Quand nous les dénonçons, les autres qui ont les manettes du pouvoir disent autre chose. Madame, ça a commencé comme ça avec Kamwina Sampo. Si ce n'était pas les réseaux sociaux, on aurait pu comprendre qu'il y avait un drame terrible qui s'est passé au Kasaï avec Kamwina Sampo, comment les militaires, les policiers tuaient là-bas. C'est ça le problème, madame. Il y a des vases clos, là où les gens ne peuvent pas aller,
comme au Kasaï, comme à l'Est. Est-ce que vous n'avez même pas demandé une commission parlementaire pour faire descendre, palper du doigt les réalités ce n'est pas, moi, je n'y comprends pas cette apathie des députés, de nos députés par rapport à cette situation. C'est tout à fait normal que vous réagissez ainsi. Mais madame, sachez avant qu'une commission parlementaire puisse être instituée, le bureau l'accepte. Si le bureau ne l'accepte pas, si le bureau n'est pas encore prêt à l'accepter, qu'est-ce que vous voulez? Madame, on ne fait que dénoncer. Mais ne dites pas que ce bureau est aussi inhumain que ça. Ils ne connaissent pas les réalités de la RDC. Pourtant, il est président de l'Assemblée nationale. Il doit être au courant de beaucoup de choses. Je n'ai pas dit ça. Je vous dis qu'il y a beaucoup de collègues qui ont introduit des questions à ce sujet. Et même d'autres qui ont même demandé une commission parlementaire pour aller voir ce qui se passe depuis le reportage de ces Français. Donc c'est de là que je vous dis, à partir de la semaine prochaine, je crois, madame, nous allons augmenter, nous allons monter d'un ton pour que le bureau de l'Assemblée nationale puisse nécessairement faire quelque chose. Parce que, madame, vous voyez, nos enfants à nous, au Kasaï, le Kasaï qui a toujours été un peu béni de Dieu. Et quand on disait que l'Angola est en train de nous héberger gracieusement par rapport à tous les gens qui sont partis, qui ont fui la guerre là-bas. Et maintenant avec nos enfants. Madame, j'ai entendu dans votre élément, il y a plus de 200 centres de santé qui ont été détruits au Kasaï. Volontairement. Qui ont détruit ces centres? C'est un génocide. Tout à fait, madame. Tout à fait. Parce que le nombre de morts jusqu'à ce jour, nous ne la connaissons pas. Parce que les gens ont dû fuir leur village, leur centre. Quand ils reviendront, c'est à ce moment-là que nous voulons. Quand 200 000 centres de santé, madame, vous vous rendez compte? Pas 200. 200 000 centres de santé. Et puis, quand vous voyez, il y a 400 écoles, avec au moins 440 000 enfants qui n'ont pas pu terminer leur cours. Mais à quoi cette jeunesse de demain serait faite? C'est là où, madame, nous... Bon, si on veut parler, ils vont dire à ces gens-là, ils sont toujours mécontents, les Wemba et consorts. Non, madame. Et puis les mêmes personnes qui veulent encore un mandat. On se pose des questions. Tout d'abord, donnez-nous votre bilan. Le peuple va juger tout à chacun avec son bilan. L'Ebola est là, Jean-Claude Vomba. C'est vrai que ce n'est pas votre job aussi, vous me direz, mais vous êtes député de la circonscription de... Non, je suis député national. National, bien sûr, mais élu de la circonscription de Kassangoulou, que j'aime bien. Mais est-ce que vous... Il y a quelque chose qui se fait pour alerter cette population par rapport à Ebola, parce qu'on le veuille ou pas... Madame, vous savez... Ça peut se propager partout, hein, c'est pas seulement en Bandaka. Hein. Madame, vous savez, normalement... Si on était dans un pays organisé, si on était dans un pays de droit, à partir de l'entrée de Kassangoulou du Congo central, il devait y avoir un centre pour commencer à dépister sur Ebola. C'est ce qui s'est fait à Loufou. C'est ce qui s'est fait à Matadi dans nos frontières. À Mwanda. Mais pas entrer Kinshasa, Bakongo. Mais avant d'entrer dans Loufou ou de sortir dans Loufou, il y a le service de quarantaine qui sont là, qui font ce travail, madame. Mais ça devrait se trouver aussi à Kassangoulou. Je préfère qu'on puisse mettre un centre à Kassangoulou. Toutes les personnalités, toutes les personnes congolaises ou étrangères qui rentrent puissent passer par un test de dépistage. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent l'avoir, madame. Ils arrivent à Kinshasa. Ils passent directement... Ils prennent leur bagage pour aller au Bakongo. En fait, à Kassangoulou, à Madimba, à Kimpese, à Songololo, à Matadi, à Boma, à Tchela et tout consort. Donc moi je crois, si l'Angola a exigé cela, parce qu'il y a crainte de propagation. Moi je crois que, madame, même si on dit à Mama Yemoko, c'était un ressortissant du Congo-Brazzaville, qui souffrait de la rougeole et de fièvre grave, mais madame, le problème c'est pas ça. Qu'est-ce que le ministre de la Santé a proposé pour qu'on puisse l'éviter? Est-ce qu'à l'aéroport de Ndjili... Oui, il y a Actualité CD nous l'a montré, image à l'appui, il y a quand même des contrôles de tous les avions qui proviennent de Mbandaka quand même. Mais il ne faudrait pas que Mbandaka, madame, je suis en train de vous dire... Il faut que ça soit pour les avions qui proviennent de partout. Qui proviennent de la République. Pour éviter n'importe quelle
propagation. L'aide de la communauté internationale, votre avis par rapport à ça? Vous avez vu, l'Angleterre va nous appuyer aussi par quelques milliers de livres sterling pour vous. Vous allez dire c'est normal, c'est l'ingérence humanitaire? Madame, je suis partisan de la loi Kouchner. De l'ingérence humanitaire. De l'ingérence humanitaire. Quand quelque part il y a le problème, il faut aller les aider. Nous sommes dans un pays, là où l'aide humanitaire, ils sont prêts à l'accepter, mais quand il s'agit d'autre chose, ils se rebiffent. Madame, nous devons avoir cet argent. Ce qui s'est passé même, madame, à Genève, que le Congo ne soit pas parti pour aller défendre leur cause, madame, c'est intolérable. Vous savez, deux fois je me pose des questions, je vois des amis, des frères qu'on se connaît, on se voit deux fois. Défendre ce genre de choses, je me pose la question, où allons-nous? Où allons-nous? Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Congo ne leur donne pas du tout raison, selon vous, hein, parce que si on avait peut-être eu cet argent-là, on aurait pu sauver de vie. Hein. Mais peut-être même qu'un peu d'argent s'est réparti au Kasaï. On aurait dû au moins amener les vivres ainsi que les médicaments. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, madame? Voilà, mesdames et messieurs, nous entrons en plein politique. Politique. Point de presse. Nous allons parler de point de presse de la SENCO. Point de presse de la majorité présidentielle. Et nous allons parler du résumé de la conférence Katumbi-Fachi aux États-Unis en Occident. Vous le savez, ils sont en train de faire cette tournée occidentale et les mauvaises langues disent que voilà, au lieu de se préparer à Kinshasa, ils sont encore sous la botte des chancelleries occidentales. Ils sont en train de chercher l'approbation de leur maître, entre guillemets. Et je vais poser cette question à Jean-Claude Wemba. Qui soutient Ensemble? Qui est derrière Ensemble? Plus de détails, s'il vous plaît. D'entrée de jeu, la SENCO n'a pas caché sa satisfaction pour certaines étapes importantes du calendrier électoral déjà franchi. Aussi se dit-elle préoccupée par un semblant d'application intégrale de l'accord global et inclusif qui s'observe dans le chef du régime de Joseph Kabila. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, se réjouit du respect jusque-là des grandes étapes du calendrier électoral et des déclarations de la CENI et du gouvernement rassurant la tenue de 3 scrutins présidentiels, législatifs national et provincial, le 23 décembre 2018. En même temps, elle est très préoccupée par l'inertie dans la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord du 31 décembre 2016, considérées comme des préalables nécessaires à la bonne organisation de ces élections. Même si l'on note des efforts dans le sens de la décrispation du climat politique, la SENCO regrette le manque de considération des gouvernants pour les cas emblématiques cités par l'accord global. Tout en reconnaissant quelques efforts fournis dans le sens de la décrispation du climat politique, la SENCO reste très insatisfaite tant que les cas emblématiques explicitement signalés dans l'accord du 31 décembre 2016 ne sont pas pris en compte par les gouvernants. Elle rappelle la nécessité de tenir des élections crédibles, transparentes et inclusives pour la stabilité du pays. L'irrégularité de la liste des partis politiques publiée dans le journal officiel et le manque de consensus autour de la machine à voter sont entre autres des éléments susceptibles de compliquer la tâche et qui nécessitent une attention particulière pour apaiser les partis et les regroupements lésés, a fait remarquer la SENCO. Par ailleurs, la conférence épiscopale nationale du Congo s'indigne des multiples sorties médiatiques pour appuyer la possibilité d'un 3e mandat pour Joseph Kabila, des propos qui violent les dispositifs de l'accord politique, souligne la SENCO. Ces propos, motivés par les intérêts de leurs auteurs et non du chef de l'État qui ne gagnera pas à être responsable de l'embrasement du pays, doivent être déconseillés par ceux qui aiment le Congo, car ils peuvent facilement déboucher sur des situations de violence préjudiciables pour la paix et la stabilité de la RDC et de toute la sous-région. Au sujet des zones d'insécurité constatées par les évêques au pays, la SENCO invite les autorités à un sursaut de patriotisme pour protéger la population et ses biens et restaurer sa confiance vis-à-vis des forces de l'ordre.
La majorité présidentielle joue à l'apaisement. S'agissant par exemple de la décrispation de la situation politique, la MP reconnaît que cela n'est pas encore effectif concernant les prisonniers dits emblématiques, mais rappelle toutefois la volonté du chef de l'État de trouver une solution permettant à la fois de rester ferme sur le principe et souple dans les modalités d'application. Quant au cas moralement contraignant de certains prisonniers dits emblématiques, des efforts de recherche de solutions se poursuivent pour qu'en toute hypothèse ne soit portée atteinte aux principes fondamentaux qui fondent la société congolaise et la considération de la personne humaine. Mais aussi, la famille politique du chef de l'État insiste sur le fait que la décrispation politique ne doit pas être à sens unique. La majorité présidentielle sollicite à cet égard le concours de bonne volonté des Congolais et de la communauté internationale pour éviter d'exacerber la situation politique par des propos, actes et comportements inutilement extrémistes et notoirement radicalisés. De l'audit du fichier électoral, la MP voit d'un bon œil l'apport de l'OIF et ne reste pas fermée à l'idée d'amender la loi sur la répartition des sièges au cas où. Si l'écart est tellement significatif, eh bien, l'équité et la bonne réalisation de ces élections vont exiger que la loi revienne ou en tout cas soit amendée. Pour la majorité présidentielle, rien ne devrait servir de prétexte pour retarder l'aspiration profonde du peuple congolais à des élections apaisées à tout le niveau, ni la machine dite à voter, ni la promulgation de la loi sur la circonscription électorale. En tournée héros-américaine, le président de Ensemble et celui de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont souligné la nécessité d'une candidature commune de l'opposition à la prochaine présidentielle en RDC. Dans une conférence animée mercredi à Washington, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi ont indiqué que l'opposition congolaise ne présentera qu'un seul candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018. À en croire les deux opposants qui ont au passage souligné la nécessité de l'unité de l'opposition, aucune dictature arrogante et cruelle ne peut venir à bout de la volonté de changement de tout un peuple quand elle est portée par une opposition unie. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi affirment travailler main dans la main pour aboutir à la première passation pacifique du pouvoir au pays de Lumumba. Face à l'incertitude sur la tenue des élections en décembre 2018, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et le président du Rassemblement ont insisté sur la mise en action d'une transition sans Kabila afin d'assurer la tenue des élections crédibles et apaisées. Il s'avère important de signaler l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe a promis de soutenir la transition sans Kabila en cas de non-tenue des élections en décembre 2018, alors que le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba a, par le biais de la secrétaire générale Eve Bazaïba, exprimé son désaccord. Jean-Claude Vemba, l'opposition, c'est toujours la même chose, la même image de désaccord. Jamais vous êtes, en tout cas, unis pendant un long moment. On sent déjà les divisions par rapport à cette candidature commune. Vous avez suivi la réaction du MLC. Pas question d'une candidature commune. Et vous, pour vous, quels sont les avantages d'avoir cette candidature commune, Jean-Claude Vemba? Comme je ne cesse de le dire, il y aura une rencontre entre Jean-Pierre Bemba et le président Félix Tshisekedi, et Tshilombo et Moïse Katumbi, pour qu'ils puissent parler entre eux, les responsables de la politique congolaise, de l'opposition avec Vital Kamerhe. C'est à partir de ce moment-là, nous saurons exactement quelle serait la parole du MLC. L'honorable F. Bazariba a le droit de protéger sa boutique.
Parce que si demain il y a un candidat sorti du MLC, c'est pour cela, nous avons dit, et d'ailleurs, je félicite même le président Freddy Matungulu, depuis les États-Unis, le président de Congo-Nabisson, qui a déclaré qu'il ne pourra jamais avoir deux candidatures à l'élection de l'opposition à l'élection présidentielle. C'est une bonne chose. Beaucoup de gens le disent. Donc moi je crois qu'on parlera avec le MLC le moment venu pour que nous puissions avoir un seul candidat commun. Ça sera fait par consensus ou il y aura des primaires? Une primaire comme l'a suggéré Moïse Katumbi à un moment? Non, le problème des primaires, s'il y a 5 personnes, s'il y a 10 personnes, s'il n'y a que 4 personnes, ils peuvent bien se voir, suivre la température, le pouls des Congolaises et des Congolais, pour savoir qui peut jouer à cette alternance et que les rôles après les élections présidentielles soient connus d'avance. Vous êtes en contact avec la population, j'aimerais bien que vous nous donniez ce scoop-là. Selon cette température, ce pouls de la population préfère qui? Si je prends de votre circonscription pour Akasangoulou, préfère qui? Madame, nous n'en sommes pas encore là. Pourquoi vous cachez? Mais vous savez par exemple Akasangoulou, qui préfère la population du Congo central? Non, je ne cache rien, je vous dis tout simplement. C'est comme les dauphins, chacun à son moment. Tout le monde, on attend tous le moment idéal. Ils ne sont pas pareils. Vous n'êtes pas pareils. Non, pas du tout. À l'heure actuelle. Mais vous avez quand même une idée, Jean. À l'heure actuelle, les candidatures que préfère la population du Congo central, par exemple, encore déposées. Il y a des choses qui peuvent subvenir et que les uns ou les autres ne déposent pas leur candidature. C'est pour cela que je vous dis, madame, dès lors que les candidatures seront déposées, il y aura une rencontre. Il y a déjà dans l'opposition qui sera le meilleur pour battre, je n'en sais rien, Chadari, nous sommes en contact, avec cette population. Je crois qu'il y a 4 noms qui ressortent. On ose le dire. Il y a Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et le 4e. Non, il y a 3 noms. Voilà, il y a 3 noms qui ressortent déjà. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe, selon la température, moi je le dis, la température de la population. Nous prenons cette décrispation politique, vous avez suivi la majorité présidentielle quand même, elle met de l'eau dans son vin. Cette fois-ci, elle a dit, bon, tout est mis pour faire sortir les prisonniers emblématiques, mais que cela ne soit pas à sens unique, vous aussi évitez des propos qui radicalisent la population, que Kabila dégage et tout ça, mandat sans transition sans Kabila et tout ça, vous aussi évitez des propos qui fait cabrer la majorité présidentielle. Madame, c'est le plus étonnant quand j'entends mon grand frère, André Alain Atondo. Certes, vous le savez que j'ai été parmi les jeunes qu'André Alain Atondo a formé en politique. Jusqu'en 2006, il a choisi Joseph Kabila, moi j'ai choisi Jean-Pierre Bemba et je suis resté dans l'opposition jusqu'à ce jour. Mais quand il a la bonne volonté de le dire. Mais quand vous suivez le ministre Alexis Tambwe Mwamba, qu'est-ce qu'il dit? Niet! Est-ce que c'est M. Atondo qui va aller ouvrir les portes de la prison? Ou bien c'est M. Tambwe Mwamba qui a ce portefeuille pour aller ouvrir les portes de la prison? Madame, ce qui est intéressant, c'est quoi? Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Eugène Diomi Dongala, Eric Kikunda, Firmin Yangambi, et tant d'autres, et même des militaires MLC, qui devaient déjà être dehors, sont toujours là, ainsi que tous nos militantes et militants qu'on a pris dans des marches, dans des meetings et tout consorts, qu'on les laisse sortir pour qu'ils puissent participer à la démocratie. Mais quand ils disent que nous mettons de l'eau dans notre vin, des propos trop. Monsieur Kabila a terminé ses 2 mandats constitutionnels. Ils veulent quoi encore? Monsieur Kabila a eu 2 ans de la Senko. Madame, mais c'est depuis 2012 que monsieur Kabila savait qu'il devait organiser les élections. Pourquoi il ne l'a pas fait? En 2015-2016, madame, combien de messages, même en passant ici sur Congo Web, nous lançons les appels à monsieur Kabila d'organiser les élections. Niet! Alors, il en a eu pour 2017, pour 2018, 2019, mais il n'organisera jamais les élections.
Quand vous passez sur des veaux... C'est pour cela les voix sortent aujourd'hui que Moïse Katumbi est en train de battre le rappel de troupes pour qu'il y ait une rébellion. C'est ça, vous voulez passer par cette voie aussi pour gagner, pour faire partir Kabila? Madame Amina, madame... Mamina, bonjour, Mamina, bonsoir. Là, c'est aussi une grande journaliste comme vous, merci. De la presse. C'est une des voies, c'est une des solutions, la rébellion. Ça m'arrive de parler de beaucoup de choses avec Moïse Katumbi. Il m'a toujours dit une chose. Il n'acceptera jamais, il ne le fera jamais qu'une goutte de sang d'une Congolaise, d'un Congolais tombe sur le macadam congolais. Il ne le fera pas. Mais vous avez suivi quand même tous ces gens qu'on a arrêtés qui disent que c'est Moïse Katumbi qui finance, qui est derrière. C'est la main de Moïse Katumbi derrière tout ça. Qui devait commencer une rébellion vers l'Ituri. On ne vous a pas encore dit que vous êtes la maîtresse de Moïse Katumbi? Mais ça va venir, madame Paulette Kimuntu. Maintenant, tout ce qui est au Congo, c'est Moïse Katumbi. Mais ne prenez Est-ce que vous croyez vraiment Moïse Katumbi peut envoyer 3 personnes pour aller commencer une rébellion? Sincèrement. Mais ne prenez quand même pas nos services. Vous avez aussi. suivi... Il y a quand même des intelligences dans nos services de sécurité. Quand même, réfléchissons à contrario. Quand même. On a commencé par 600 mercenaires américains. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes avec 600 mercenaires américains? La maison, soi-disant de Stoupis, le grand arnaqueur, le scroc, c'est pas une maison à Moïse Katumbi. C'est la maison à qui? À son grand frère Raphaël Katebe Katoto, qui est ici à Kinshasa. Et il n'a jamais caché de dire que Moïse Katumbi est arrivé à cette maison-là quand il avait 13 ans. Alors, on continue. La nationalité italienne. Mais madame, soyons sérieux. Même Ebola, j'ai entendu dire que peut-être c'est lui qui lance ce vaccin, ce venin. Alors, non, madame, soyons sérieux. Les services sont là pour protéger l'État congolais. Ils ne sont pas là pour monter des coups à travers n'importe qui. Ça, c'est inacceptable, madame. Je préfère mieux ce qu'a dit la ministre des Affaires étrangères rwandaise. On en parlera tout à l'heure. Quand il dit que pour que le Rwanda puisse envoyer quelqu'un au Congo, ils doivent envoyer une pauvre femme, 2 personnes. Mais les Rwandais sont ici au Congo. Qu'est-ce que vous croyez? C'est depuis Mobutu, hein, ne mettez pas tout sous la tête de Kabila. Hein. Depuis Bisengimana, les Rwandais sont ici. Donc, toute la faute ne revient pas à Kabila, si les Rwandais sont là. Madame, les Rwandais qui étaient pendant la Deuxième République, c'était les techniciens. Il était même directeur du cabinet du chef de l'État. Ça ne veut rien dire, madame. Alors, mais l'armée congolaise n'était qu'une armée des Congolaises et des Congolais. Depuis l'ascension de l'AFDEL dans ce pays, nous voyons beaucoup de choses, madame. Mais nous avons un exemple vivant, Bosco Tanganda. Arrivé à la CPI, qu'est-ce qu'il dit? C'est un Rwandais qu'on a mis au Congo. Dans quelle langue souhaiterait-il parler? Le Kinyarwanda. Mais on dirait que, madame, nous tous ne sommes pas des amnésiques. Je vous dis, madame, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit quelqu'un qui est proche de lui, ne veulent en aucun cas. Qui est d'ailleurs ensemble, Jean-Claude Vouemba? Parce qu'aujourd'hui, la tournée occidentale de Katumbi et de Fachi fait couler beaucoup d'encre et de salive. On dit, voilà, c'est toujours la même chose. Ils sont derrière les chancelleries occidentales. Pourquoi ne battent-ils pas campagne à l'intérieur de la RDC, dans le Congo profond? Ils sont toujours aux États-Unis, en France, en Belgique, pour aller chercher Madame, ce qu'ils sont. un seul parti qui bat campagne ici au Congo, accepté par la Mais Chadari est partout, hein. Mova est partout, hein. Et Chadari est allé à l'intérieur du pays. Mova est maintenant à Lubumbashi, si je ne me trompe pas. Ils sont partout. Et ils disent que vous rêvez. Et après, vous allez dire que non, vous n'avez pas laissé le temps. Eux, ils ont déjà commencé l'après-campagne. Ils ont déjà commencé. L'UDPS a fait sa sortie ici, à Sainte-Thérèse. Et après, ils ont défendu de faire leur meeting en province. Madame, à chaque fois qu'il y a des événements des partis politiques de l'opposition, ça doit être... Mais au Kassai, on a levé cette mesure. Hein. On a levé cette mesure, je crois. Dans un de Kassai, cette mesure est déjà levée. Mais donc, tout à fait normal, on peut, madame. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit... Le responsable du MPCR du Kassai m'en a parlé. Le pasteur Dilengue. Il m'a dit que maintenant, nous pouvons aller là-bas. Mais on ira. Madame, le problème, c'est pas ça. Le problème est que il faudrait que Mova, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre
chargé près de la police puisse donner un ordre officiel que l'opposition peut se retrouver et organiser. Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Qui est derrière Ensemble? Mais derrière Ensemble, il y a beaucoup de monde, madame. Vous connaissez les personnalités qui sont là. Nous tous, on nous a présentés lors de 2 journées de la porte ouverte. Il y a des grands, il y a des grands bonhommes. Il y a des femmes aussi qui ont quand même tenu des places dans ce pays. Donc, mais madame, dans pas longtemps, vous saurez qui est qui. Le chat ne sera plus gris la nuit. Ok. Nous allons rester dans cette même lignée. Nous allons parler de la réaction d'un collectif par rapport à ce 3e mandat du président de la République qui commence à circuler aujourd'hui. Ça ne se parle plus que dans les salons politiques aujourd'hui. Il y a des gens qui défendent bec et ongle aujourd'hui, même à travers les médias, cette probabilité d'un 3e mandat du chef de l'État et la réaction du CASC par rapport à une transition sans Kabila. Vous avez suivi tout à l'heure. S'il n'y a pas des élections le 23 décembre 2018, Vital Kamerhe a dit, eh bien, nous allons aller dans une transition sans Kabila. Je crois que l'accord est clair là-dessus, non seulement l'accord, et aussi la Constitution, et là-dessus, ils ont manqué comment changer la Constitution. Et alors, je me demande par quel bateau magique ils veulent faire ça. Ça, ce sont des bas de caniveau. Des gens qui veulent se maintenir au pouvoir, des gens qui trouvent qu'en dehors de Joseph Kabila, ils seront nuls. Moi, je les considère depuis un temps, tous ces gens-là qui sont en train d'amener Joseph Kabila jusqu'à ces pistes-là comme étant des corbillards. Ils l'ont fait avec Mobutu, ils l'ont amené jusqu'au cimetière, ils sont rentrés, garés leurs corbillards. Ils ont amené Mouzé, ils l'ont garé à cimetière, ils sont rentrés avec leurs corbillards. Ils veulent encore le faire pour Joseph Kabila. Kabila doit faire beaucoup d'attention, il est encore trop jeune. Ces mêmes corbillards qui ont amené Mobutu, qui ont amené Mouzé, risquent encore de l'amener et vont encore rentrer. Il doit voir son avenir aussi, c'est un père de famille, il doit voir comment protéger sa famille, comme les corbillards là sont en train de protéger les leurs. Si les élections ne sont pas organisées cette année, le peuple congolais se prendra en charge. Parce que c'est l'accord que nous sommes en train de suivre. Il y a eu un bonus, il y a eu des mandats un mandat de Kabila, il y a eu un 2e mandat, il y a eu un bonus qui est en train de s'épirer. Il a eu tout le temps de pouvoir organiser. Vu qu'il ne va plus se représenter, il commence à faire ce qu'ils sont en train de faire. Le peuple congolais se prendra en charge et nous sommes là pour pouvoir mobiliser toute la population congolaise à comprendre les manœuvres de la CENI et les manœuvres de la majorité présidentielle et le peuple se prendra en charge. Au cours de ces face-à-face avec la presse, le collectif d'action de la société civile a alerté l'opinion tant nationale qu'internationale sur la détérioration continue et entretenue de la situation sociopolitique en RDC. Le CASC rappelle que la tenue des élections ne doit souffrir d'aucun rallongement et invite la centrale électorale à l'abandon définitif de la machine à voter. Les casques rappellent ce qui suit. 1. La tenue des élections ne doit souffrir d'aucun rallonge et chaque étape y afférente doit être scrupuleusement respectée. Les signaux forts doivent être envoyés en ce sens. Au cas contraire, le casque prendra toutes ses responsabilités pour faire respecter la souveraineté du peuple congolais. L'abandon définitif de la machine à voter, instaurer un vote électronique inconstitutionnel susceptible d'engendrer des fraudes massives des élections. Par ailleurs, les collectifs d'action de la société civile appellent le peuple congolais à rester vigilant pour barrer la route à toute initiative visant le report des élections. Met en garde la majorité présidentielle et ses alliés afin d'arrêter la provocation du peuple avec l'annonce d'une éventuelle candidature. Joseph Kabila est devenu inéligible depuis le 19 décembre 2016. Enfin, le CASC dit avoir retiré sa confiance à la Cour constitutionnelle dont la composition est selon lui devenue irrégulière suite à la non-organisation du tirage au sort pour son renouvellement. Jean-Claude Vemba,
probable troisième mandat de Kabila, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret de Pochilnel. Tous les pays qui nous entourent, la grande partie, ont fait la même chose. Avec Kourounziza, d'ailleurs, il va remplir jusqu'en 2034. Est-ce que cela ne donne pas aussi des éléments à Kabila pour se dire les autres l'ont fait? Pourquoi pas moi? Vous avez suivi Mirindi, hein, cet avocat qui aujourd'hui fait le buzz, qui défend bec et ongle ce troisième mandat. Constitutionnel ou pas? Ou ce sont simplement les réalités africaines? Non, moi je crois que ça, ce sont des choses, Madame Paulette Kimuntu, on ne peut même pas en parler. Pourquoi ne pas en parler? Puisqu'on en parle, ça se vise. Moi je suis législateur, je m'accroche à la Constitution. Cette même Constitution, il n'y a même pas une année, M. Kabila qui s'est moqué même des gens en disant, mais j'étais le seul à vouloir publiciter cette Constitution. Il a même oublié les Jean-Pierre Bemba, le Zaïd Ngoma, de Roubaix-Roy et tout ce monde. Non, madame, moi je crois, au Congo, il y a moyen de se faire du bœuf quand il y a des circonstances louches qui surviennent. J'ai lu le professeur Njoli. Avec Mirindi, aujourd'hui, ce sont les deux qui a remis Mirindi à sa place. Mirindi aussi ne s'était pas. C'est coup pour coup, hein, aujourd'hui. Madame, il y a même un sonore qui est sorti. Ah, on se demande si ce n'est pas un montage, Jean-Claude Veuve. Avec l'Internet, il faut se méfier, hein, parce que là, il faut un expert pour nous dire c'est vraiment Mirindi. Parce que là, l'Internet nous a habitués à beaucoup de choses. Hein. Madame Paulette, quand il s'agit de la majorité, Internet nous abreuve des choses, mais quand il s'agit de l'opposition, oui, d'accord. Non, madame. L'audio est vrai. Vous avez fait une expertise. Hein. Mais en l'écoutant, la voix de Mirindi que je ne connaissais ni quelqu'un peut limiter, hein. Quelqu'un m'a envoyé. Peut limiter, hein. Quelqu'un m'a envoyé le sonore de son émission de mercredi au mardi sur Radio Okapi pour que je compare. Mais l'autre voix là, les gens qui connaissent Maître Jean Bouillou, c'est sa voix. Donc, si vous voulez des experts, ils viendront. Ça, c'est pas un problème. Mais madame, le fond, c'est quoi? Troisième mandat. Possible en RDC? Non. Possible que ce schéma se fasse? Au Burundi, ça s'est fait. Le Burundi n'est pas aussi extraordinaire. Au Rwanda, ça s'est fait. Au Congo-Brazza, ça se fait. Oh, pourquoi pas en RDC? Le RDC en Angola, ça s'est pas fait. Okay. Il faut continuer. En Angola, ça s'est pas fait. Dos Santos pouvait aussi le faire. Mais s'est rendu compte, ça sert à quoi? Il était malade. Mais non, il était épuisé. Moi, je crois que c'est la seule justification en Afrique. Ces histoires. Il était malade, Madame, il s'est dit, je dois le me reposer. Si vous continuez comme ça, alors je regrette que le maréchal Mobutu soit parti. Pourquoi? Parce qu'il devait aussi rester là jusqu'à... Lui aussi, c'est la maladie. C'est la maladie aussi qui l'a affaibli. Si Mobutu était peut-être fort physiquement, personne ne l'aurait battu. On a eu la guerre du Chaba. Vous êtes un grand... Il a eu la guerre du Chaba. Il a eu la guerre du Chaba 1, 2 et tout. Mobutu est resté. Il a très bien dit après les élections, il partira. Ça, il en avait dit. J'étais quand même assez proche du président. Vers les années 90, hein? Oui. Mais il a fait 7 ans avant de partir. Hein, et c'est une armée qui l'a fait partir. En fait, c'est une rébellion qui l'a fait partir. Hein. Madame, Mobutu n'est pas allé de son gré. Qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? Troisième mandat, possible? Non. Scénario possible? Qu'est-ce que vous, l'opposition, vous allez faire? Déjà, entre vous, vous vous entendez même pas. Si la majorité présidentielle met la machine en branle, les Mirindi et les autres, tout est mis en branle, référendum, patati patata, troisième mandat, qu'est-ce que l'opposition va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y aura des morts. Pourquoi vous allez embraser le pays? Non, c'est pas qu'on va embraser le pays. Le peuple congolais ne l'acceptera pas. C'est ça, madame. C'est ça, madame. Même si on met le paquet. Madame. Si on met le paquet. Madame, dans le audio, là, Mirindi disait quoi? Que l'opposition ne s'occupe pas de ça, il faut beaucoup de moyens pour qu'on puisse matraquer les gens pour un troisième. Et puis, moi, je me pose la question, madame. Donc, ils n'ont personne pour remplacer Kabila. Donc, tous ces gens-là que je vois, toutes ces expertises-là, n'ont personne. Il n'y a personne qui a l'ambition. Ou bien ils ont peur de quelque chose que nous ne savons pas. Qu'ils nous disent au moins peuple congolais. Madame, moi je ne peux pas accepter constitutionnellement que M. Kabila fasse un troisième mandat. Les gens sont en train de suppléter. Le 23 juillet, il va aller présenter sa candidature. La CNI va refuser. Il va l'envoyer. Tout un chemin déjà été tracé. À la Cour constitutionnelle. Maintenant qu'ils ont Koulou et Bokana directement, oui, il peut. Non, madame. C'est trop facile. Hein. Comme vous le dites.
C'est trop facile. Et pour une transition sans Kabila, Vital Kamerhe l'a déjà dit, si le 23 décembre, il n'y a pas d'élection, transition sans Kabila. Mais, madame, M. Kabila est avec nous depuis 2012. Il devait organiser les élections en 2016. Il ne l'a pas fait. Il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre jusqu'au 23 décembre 2018. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Donc, si je comprends bien, cette date, Corneille Nangaa l'a donnée parce que Niki avait été ici. Et si Niki allait revient demain? C'est ça le problème, madame. Apprenons à respecter nos paroles, nos signatures. Pourquoi les élections n'auront pas lieu le 23 décembre? Si les gens veulent que M. Kabila continue, ils peuvent attendre en 2022 ou 2023, quand M. Kabila, quand le 5 ans qui arrive, mettra fin. Peut-il y avoir un référendum par rapport à cette question? Non, je ne pense pas. Non, pas du tout. Hein. Mais on ne peut pas aller au référendum avec un président illégitime, illégal, qui n'a plus de mandat. Hein? Et qui va demander ce référendum, madame? Un président qui n'a pas de mandat. Vous lui avez accordé, non? Vous de l'opposition, selon une certaine opinion, vous lui avez fait donner une passe en or par rapport à cet accord de la Saint-Sylvestre, par rapport à l'accord, tout ça. Il est là. Hein? Mentez, il en restera toujours quelque chose. Le peuple que vous voyez là, ils savent ce qu'ils veulent. Quand ils sont à 80% au chômage, le social, et tout cela, madame, on commençait à parler avec vous tout à l'heure sur les tristes événements. Mais madame, nous sommes ici sur l'avenue des Huileries. Faisons juste un pas jusqu'à l'avenue Tombalbaye, hein, je crois, hein, Tombalbaye. Mamayemo. Regardons combien de corps qui vont entrer, combien de corps qui vont en ressortir. Alors, faites toutes les morgues de la ville de Kinshasa. Et je vous amène à Kassangoulou. Quoique je ne l'ai jamais accepté. Maintenant, la meilleure morgue, c'est la morgue de Kassangoulou. Madame, même deux fois mes enfants, mes petits-enfants, je me pose la question, demain on leur dira quoi de la mort? Nous autres, la mort, c'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. Mais maintenant, quand vous êtes à Kassangoulou, les corbillards, les cimetières, les corbillards, les cimetières, et que nos enfants ne fuient même plus. La mort ne fait plus peur, il n'y a plus de mystère, tellement c'est chaque jour. Nous allons à la CENI, la restitution, vous le savez, hein, le fichier électoral, l'audit du fichier électoral a été réalisé, l'OIF était là, vous le savez déjà aussi, la bombe qui est tombée hein, par rapport au Rwanda, vous le savez, la prochaine candidature de Mme Mishiki Wabo qui soulève beaucoup de questionnements. Nous allons en parler, mais lors du prochain sujet, nous allons rester d'abord à la CENI par rapport aussi à la sensibilisation à cette machine qui continue toujours à faire parler d'elle. C'est à la fois un message de sensibilisation, mais surtout un éveil de conscience pour une sortie de crise. Pour le représentant de l'Union des Églises indépendantes, il faut reconnaître les durs labeurs de la CENI pour nous amener aux élections très attendues cette année. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, on a la sagesse et on respecte l'autorité. En respectant l'autorité, nous croyons que le Saint-Esprit qui a donné l'intelligence à un Congolais d'aller fabriquer la machine à voter. Donc c'est l'œuvre d'un Congolais que nous devons soutenir. Non. Nous encourageons nos chrétiens de voter avec la machine à voter. Ce n'est pas la machine à voler, c'est la machine à voter. Non seulement le peuple doit rester vigilant, mais aussi devra-t-il barrer la route à tout discours dont l'objectif est d'empêcher la tenue des élections à la date fixée par la CENI, a insisté l'orateur du jour. Si nous disons qu'on change encore, ça va encore donner, il faut encore demander le temps. C'est l'intelligence. Ils veulent nous fuir à nos élections. Nous ne voudrons pas changer les choses. Aux élections, les 23. Nous voudrons que les élections. Si ce sont des élections qui sont solutions pour que la fin puisse terminer au Congo, alors à nos élections. À cette même occasion, Monseigneur Kibonge a procédé à la remise des attestations aux serviteurs de Dieu, membres de l'Union des Églises indépendantes. La majorité présidentielle sur la même longueur d'onde que l'OIF et la CENI en ce qui concerne les résultats de l'audit du fichier électoral. Pour la centrale électorale de la MP, qui a eu à dépêcher quelques délégués dans cette commission d'audit externe, la CENI s'est montrée très coopérative. Le travail a été essentiellement axé sur le plan technique et non politique. Quant à l'ambiance du travail, il a été bon enfant jusqu'à ce que les délégués de l'opposition décident d'amorcer une démarche unilatérale envers l'OIF, explique-t-il. Les amis sont restés dans la salle
pour exiger du général que soit reprise, parmi les recommandations, la radiation de plus ou moins 6 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Nous n'étions pas informés, nous autres, les autres composants n'étaient pas informés. La revendication peut être légitime, parce que c'est dans un esprit démocratique que nous avons abordé les travaux. Mais le fait de faire cavalier seul, pour aller en catimini demander au délégué de l'OIF d'ajouter une recommandation qui n'a pas été discutée au cours des travaux, nous avons estimé que c'était une tentative de tricherie. 16,6% des électeurs sans empreinte, c'est certes énorme, reconnaît la centrale électorale de l'AMP, mais pas suffisant pour remettre en cause la qualité du fichier électoral. On ne doit pas brûler le pays à cause de ça. Parce que cet empêchement-là, le fait d'avoir, oui, 16,6% des gens, c'est vrai que c'est assez considérable, mais ce n'est pas un empêchement diriment pour qu'on puisse aller aux élections. Le fichier, il est exhaustif, il est inclusif, il est actualisé, mais perfectible. Les travaux continuent au niveau de la CENI. Aussi, la centrale électorale de l'AMP insiste sur le caractère perfectible de ce fichier. Jean-Claude Vouemba, les mots sont durs, hein, nous avons suivi ensemble. Vous, de l'opposition, vous êtes allés en catimini, allez demander qu'on radie plus ou moins 6 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Mais le monsieur a dit, la démarche est louable, mais pourquoi l'avoir fait derrière leur dos? Justement, on a voulu le surprendre pour qu'ils ne puissent pas dire que c'était faux. Ils devaient montrer leur bonne volonté, si c'est vrai ou si c'est faux. Madame, 6 millions d'électeurs sans empreinte, sans photo. Et en plus de cela, madame, ce sont des électeurs fictifs que vous voyez qu'on vous ressorte dans des bagages en remplacement des véritables urnes. Mais madame, il y a au moins 1 million des enfants. Des enfants de moins de 10 ans qu'on leur a octroyé les cartes d'électeurs. Hein. Les cartes d'électeurs avec les âges de majorité. Et il n'y a pas que ça, madame. Et d'ailleurs, je crois, nous allons mener une saisine auprès du procureur général de la République pour que tous les bureaux de vote qui ont eu à tricher, à voler, comme c'est le cas de doublons, maintenant, de 6 millions sans empreinte, 1 million à 2 millions des enfants. Ces 6 millions sont catégorisés quelque part. Il y a un endroit bien précis où il y a eu ces 6 millions, ou c'est éparpillé à travers la République. Que la personne qui était en train de dire là, soi-disant que nous ne pouvons pas brûler le pays. Ouais, exactement, vous n'allez pas remettre en cause tout le fichier électoral à cause de 6 millions. Nous sommes à 80 millions, donc cela ne remet absolument pas en cause ce fichier. Il y a combien, en dehors de doublons, nous sommes restés à combien? Le chiffre, je ne l'ai pas. Si vous enlevez les 6 millions de sans empreintes, madame, mais quand on vous dit que la CENI est là pour tuer, là, vous politisez le débat. Ils ont dit que l'audit était simplement sur le plan technique. Sur le plan technique, vous avez vu les failles. Arrangez ça sur le plan technique. Pourquoi vous voulez tout le temps politiser le débat? Est-ce que le monsieur a nié les 6 millions? Comme nous n'avons personne au sein du bureau. L'opposition n'a personne, madame. Comment ça, l'opposition n'a personne? UDPS, tout ça. Je suis vice-président du groupe parlementaire UDPS et alliés. C'est depuis 2 ans que nous demandons à ce que M. Jean-Pierre Kalamba dégage le plancher. C'est M. Aubin Minago qui le retient encore à la CENI. Ce monsieur n'est plus un cadre valable de l'opposition. Nous n'en voulons plus. Alors, comment voulez-vous un monsieur bonnement qui dit oui, c'est louable de le dire, mais nous n'allons pas brûler le pays à cause de 6 millions des électeurs fictifs. Soyons sérieux. Cela ne va pas retarder encore les choses. Mais le problème, c'est pas de retarder, mais les gens qui ont fait ça,
Où sont-ils? Les responsables. Comment doit-on les punir? Le procureur pour une pseudo-nationalité de Moïse Katumbi a ouvert une saisine. Les doublons, Madame Paulette Kimontou, les bureaux qui ont fait les doublons, les responsables, ont été punis. Maintenant, avec 6 millions de sans empreintes, ni photo, ni Moussapi. Que doit-on faire? On peut pas les radier tout simplement. Pourquoi ça pose problème si on les radie de ce fichier? Pourquoi la majorité présidentielle ne tient pas leur radiation? Qu'est-ce qui se passe? Mais madame, à qui profite le crime? À la majorité présidentielle. Pour qu'ils puissent aller faire de 120% comme ils ont l'habitude de le faire. Madame, sans oublier 1 million à 2 millions des enfants. Je sais que vous êtes une as des réseaux sociaux. Vous avez bien vu les enfants de 8 ans, 10 ans qu'on leur dit « Allez prendre cette carte, ça va vous faciliter pour le voyage. » On leur donne 20 ans, 22 ans. Ah non, madame. Non, madame Kimontou. Cette fois-ci, nous voulons que nous puissions aller aux élections. Après les élections, que tout à chacun dise « Oui, oui, mais vous avez soulevé quelque chose de fondamental, parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, pour obtenir son passeport, vous devez avoir la carte d'électeur. Donc, peut-être, c'était une façon pour les Congolais pour avoir tout simplement leur passeport. Parce que si tu as un enfant de moins de 18 ans qui n'a pas sa carte d'électeur, c'est compliqué pour qu'il obtienne son passeport. On en a parlé ici avec vous. Oui, mais quel est le mécanisme pour obtenir le passeport aujourd'hui, si tu n'avais pas la carte d'électeur? Madame, il y a des cartes d'étudiants. Ça existe. Mais on ne vulgarise pas le fait. Hein? On demande que la carte d'électeur pour obtenir le passeport. Parce que vous ne vulgarisez pas. Mais si vous y allez, il y a des gens qui partent les universitaires, l'école secondaire et l'école primaire, qu'on leur fait leur passeport avec les cartes d'étudiants. Alors, vous voyez, le message passe, il ne faut pas aller fausser le fichier électoral pour l'obtention. À partir de ce moment, Madame Paulette Kimontou, donc ça va faire au moins 8 millions d'effectifs pour les élections. Alors, quel crédit que Nanga a? Dis-moi. Il a dit c'est perfectible, vous l'avez suivi. C'est perfectible, mais donc le travail continue encore, vous voulez tout... Pourquoi il ne l'a pas dit avant que certains d'eux-mêmes... Madame, vous croyez que toutes ces histoires, nous, on les vante? Mais ce sont des gens qui sont avec eux qui nous les disent. Qui nous donnent des preuves. Et alors, ils disent c'est perfectible. Ça voudrait dire quoi? 6 millions sans empreinte, sans photo. 2 millions des enfants de moins de 10 ans. Ça vous fait 8 millions, madame. Vous sortez président de la République dans ce pays. Tout simplement. Et comment? Mais l'OIF, vous avez suivi les déclarations des membres de l'OIF qui étaient déjà là. Le général Sankaré, on le connaît. Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? Donc ne me dites pas que c'est encore un Africain soudoyé. On n'y comprend plus rien, parce que chaque fois qu'il y a des Africains qui viennent... Toute personne qui vient ici au Congo a son penchant dans la grande Kabylie, kabylistique. Non, c'est ça. Donc c'est un proche de pouvoir. Mais madame, un pays normal... les observateurs viennent avec 6 millions sans empreinte. Qu'est-ce qu'il fait? Vous devez déclarer ça, non? Voilà, mettez-y de la pression, vous êtes de l'opposition. Ça doit sortir de votre bouche si je ne fais que poser de questions. Nous allons vers le ministère des Affaires étrangères. Vous avez suivi ce voyage fastueux du président rwandais à Paris et la réaction. Notre ministre des Affaires étrangères, leur ministre, a parlé de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous le savez, permettez l'expression, même les fourmis parlent aujourd'hui par rapport à la République démocratique du Congo. Nous sommes devenus un éléphant au pied d'argile. Aujourd'hui, le Rwanda aussi parle de la République démocratique du Congo. Et nous allons suivre cela avec plus de détails. Et Rossi Mukendi s'en est allé. Cette semaine, vous avez vu les obsèques. Je crois qu'on a aperçu les grands ténors de l'opposition et même des mouvements citoyens qui ont tenu à saluer une dernière fois cet activiste de droits de l'homme. Merci donc à Rossi, comme il est dit toujours, le peuple gagne toujours. Nous disons merci à tous les militants
des mouvements citoyens, des militants de la liberté et de la démocratie qui ont pu déployer leurs énergies pour que ces obsèques soient une réussite. Et aussi, nous disons courage, bon courage à sa femme, son père, à sa mère et à toute sa famille réunie, parce que Rossi est parti et ils sont restés dans la douleur, bien que cette douleur, on l'a eu à les partager avec eux, mais à un certain moment, c'est à eux qu'il revient de supporter cette douleur le plus longtemps possible. Et néanmoins aussi, nous regrettons le comportement de nos politiciens, de l'opposition surtout. Lors des obsèques, lors des levées du corps, ils ont été incapables de faire une déclaration commune alors que les élections s'approchent. Ils doivent se réunir pour se choisir un candidat unique. Et aussi leur comportement risé et cherchant toujours la visibilité au sein même de l'église, à la cathédrale, lorsqu'on était allé pour la messe, à l'honneur du fait disparu, notre héros national, notre héros de mouvement citoyen aussi, on a constaté que les opposants étaient pleins dans l'église. Et après l'église, regret qu'on avait fait, notre regret aussi qu'on avait constaté lors du chemin pour accompagner notre héros à sa dernière demeure, il n'y avait aucune de dupes qui était à l'église, même au cimetière des nécropoles, il n'y avait aucun opposant qui nous avait accompagnés. Alors qu'à l'église, ils étaient nombreux. On a juste compris qu'ils étaient là pour leur visibilité, mais pas pour aussi. Vu que ces derniers temps, il est impossible de pouvoir faire des manifestations, de réunir plus de 300 ou de 500 personnes. Ils étaient là pour leur visibilité. On les a vus en train de se disputer même des places. Vraiment, c'était regrettable et déplorable de leur part. Et ainsi, nous demandons à tous les jeunes des mouvements citoyens, des activistes pro-démocratiques, de se réunir, de ne plus regarder ce vieux-là qui ont déjà fait leur époque. Accusations qui viennent de Kinshasa. Non, vous savez, à l'heure qu'il est, vraiment, les Congolais qui traversent la frontière, qui se trompent, les Rwandais qui se retrouvent de l'autre côté, pour nous, ça, c'est des petites choses. Non, mais là, on parle d'un complot. Des officiels congolais parlent d'un complot du Rwanda pour, sans doute, renverser le président Kabila. Quelle est votre réponse? Non, ça, c'est... ce n'est pas comme ça qu'on renverse les chefs d'État, ce n'est pas avec une bonne dame qui traverse la frontière avec des lettres de son mari ou de son cousin. Non, vraiment, nous, notre lecture est que c'est une période électorale au Congo, c'est une saison politique très chargée et c'est comme ça qu'on prend les choses. Mais il ne faut pas du tout essayer de lire beaucoup plus que ce qu'il y a, non. Ce sont donc des mensonges. Mais bien sûr. Justement, au Congo, c'est une saison électorale, mais la saison électorale est censée se jouer à la fin de cette année sans le président Kabila, qui n'a pas le droit de se représenter. Beaucoup pensent qu'ils vont le faire. Est-ce que vous, en tant que Rwanda, mais aussi en tant que président de l'Union africaine pour cette année, vous dites qu'il faut absolument que le président Kabila quitte le pouvoir comme il s'y est engagé? Écoutez, pour l'Union africaine que le Rwanda préside cette année, et pour le Rwanda aussi, ce qui est vraiment important en RDC, c'est la stabilité. Pour nous, en tant que voisins... Il peut dire que c'est moi la stabilité, le président Kabila. Il peut dire je suis là depuis des années, c'est moi. Vous seriez d'accord avec ça? Non, ce n'est pas à nous d'être d'accord. C'est aux Congolais de dire ce qu'ils veulent, c'est leur pays, ils prennent des décisions, pourvu que tout se passe en sorte que le pays reste stable, que nous, les voisins, qui sommes quand même inquiets, voient ce passage politique. Vous craignez de la violence? Il y a toujours des petites craintes de violence, surtout en période électorale. On en a déjà vu avant. Mais je pense que la violence n'est pas une fatalité. La RDC est un pays qui a tellement de potentiel pour la paix. Et donc, pour l'Union africaine et pour nous, les voisins, nous sommes 9 voisins de la RDC, on y regarde de très près. Vous avez demandé au président Kabila de partir. On n'a pas le droit de lui demander de partir. C'est aux Congolais de lui dire de partir. Nous, tout ce qu'on demande de la RDC, c'est que ce pays reste paisible,
que ce pays finalement puisse trouver la stabilité durable, et c'est à cela qu'on s'engage, et donc en tant que voisin, pays frère, mais aussi, si je peux parler pour l'Union africaine, c'est ça le désir en fait pour la RDC. Très bien, merci beaucoup Louise. Vous avez suivi Jean-Claude Vemba, Madame Mouchi Kiwabo, probable secrétaire général de l'OIF. Hein? Mais bizarre, les Congolais aujourd'hui se plaignent sur les réseaux sociaux. Mais comment nous sommes le deuxième pays francophone de la planète, mais comment on ne présente jamais un candidat pour être secrétaire général de l'OIF? Hein? Madame, le cardinal Moussengo avait dit, le pasteur Ekofo a renchéri. Et moi je dirais tout simplement ceci. Le pays est faible. Quand vous avez un pays faible, les bonnes choses, vous ne l'auront jamais. Cette femme qui ne parlait que l'anglais durant des années, la ministre des Affaires étrangères rwandaise, maintenant, elle parle un bon français, un très bon français. Mais la France a besoin de récupérer le Rwanda dans la francophonie, madame. Est-ce que le Rwanda pèse aujourd'hui plus que la RDC? Parce que les Congolais peut-être ne se voilent la face. Est-ce qu'aujourd'hui le même Rwanda que tout le monde applaudissait, le même Kagame que tout le monde disait que c'est un grand boss, c'est un modèle à suivre. Mais madame, ce sont les Africains qui ont fait sortir Kagame comme un grand. Et qu'il fallait aller au Rwanda pour voir ce que Kagame est en train de faire. Madame, la FDL quand elle est venue ici, c'était dans quelle porte? Du Rwanda, non? Et aujourd'hui, vous voulez vous comparer à ces gens-là? Mais nous ne sommes plus à l'époque du maréchal Mobutu. Quand il disait, je veux aller chasser tel au Tchad, tel au Rwanda, tel au Burundi, même jusqu'à Notchkok, en Mauritanie. Il le faisait. Mais maintenant, ce sont les autres qui nous menacent. C'est ça le problème, madame. Ils ont dit que s'il n'y a pas d'élection, eh ben, il y aura peut-être une expédition punitive en RDC. Hein. J'emploie les termes les moins faibles. Madame, qu'est-ce qui se passe avec la RDC? Je ne l'ai pas entendu, mais je crois qu'avec tout ce qui s'est dit à l'heure actuelle sur le Congo... Nous allons soutenir M. Kiwabo comme secrétaire général. Vous avez déjà des échos par rapport à ça? Madame... Bon, on a soutenu celui de la BAD. De la BAD, hein? Donc, bon, heureusement, vraiment, madame, Paulette Kimuntu Kipiob, vous me facilitez la tâche dans cette émission de parler parce que vous avez des réponses. À la BAD, on était contre. C'est pas seulement la BAD, madame. Il y a aussi cette affaire-là d'Henri Lopez du Congo-Brazzaville, dans une institution. l'UNESCO. À l'UNESCO. Hein? Est-ce que le Congo l'a soutenu? Non, madame. Nous devons être clairs. Simplement, le Rwanda, à l'heure actuelle, pèse plus que le Congo. Regardez dans quelle délicatesse ce pays se trouve. Vous avez dit tout à l'heure que Kagame a révisité la Constitution. Madame, j'étais à Washington. Mais la communauté internationale ne l'a pas condamné, bizarrement. Mais madame, c'est passé comme au couteau dans le beurre. J'étais à Washington en 2015. J'étais passé, on était avec des amis. On discutait avec un grand diplomate américain qui a soulevé le problème du Rwanda. Il a été clair avec nous. Mes chers amis, c'est que Kagame est en train de faire au Rwanda. Si dans votre pays, M. Kabila l'aurait fait, on ne serait pas là où nous en sommes. Qu'est-ce qu'il fait au Rwanda? Les gens ne comprennent pas. Mais madame, il faut aller au Rwanda. Moi, ça va faire combien? Depuis 78, j'y suis plus allé. Demandez aux gens, aux délégations congolaises qui vont au Rwanda. Parce qu'ils partent souvent là-bas, madame. Mais vous ne le voyez pas à la télévision. Demandez-leur qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire au Rwanda. Il n'y a pas la corruption. Dans tous les pays, il y a la corruption. Mais c'est un dictateur tout de même. Mais la corruption, si c'est à bas échelle, madame, personne ne voit et personne n'en tient rigueur. Quand Luzolo Bambi, le professeur, conseiller spécial en matière de contre le blanchissement d'argent, contre la corruption, nous dit qu'il y a 15 milliards de dollars
chaque année qui se volatilise au trésor public. Avec les 5 milliards que le gouvernement amène, plus les 15 milliards, nous sommes à 25 milliards, à 20 milliards de dollars. En 5 ans, nous avons 100 milliards de dollars. Et justement, c'est ce qu'ensemble, nous avons trouvé dans notre projet de société que 100 milliards de dollars étaient possibles dans ces pays. Madame, le Rwanda vit à l'heure actuelle comme le modèle de l'Afrique. C'est le rang que le Zaïre occupait. C'est tout simplement que la roue tourne, peut-être, c'est ça l'histoire. Madame, ce n'est pas la roue qui tourne. C'est la roue qui tourne, tout simplement. Ce n'est pas la roue qui tourne parce que... C'est la gestion de Kagame qui... Madame, nous avons plus de 25 ans, plus de 20 ans, je crois, combien, depuis l'arrivée de l'AFDEL, qui était venu pour remodeler l'homme congolais. L'homme congolais. Monsieur Kabila l'a dit. La seule chose que j'ai échoué, ne pas changer l'homme congolais. Mais qu'ils nous disent au moins, ils voulaient que l'homme congolais change en quoi? Peut-être qu'on va commencer à prendre conscience. Rossi Mukendi, vous avez été à son deuil? Oui, j'étais à son deuil. J'ai vu son père. J'ai vu tout le monde. Est-il mort en vain? Parce que la semaine passée, j'ai reçu quelqu'un qui a carrément dit, sans froid aux yeux, que la responsabilité revient au comité laïque de coordination. C'est le comité laïque de coordination qui est l'autorité qui a tout fait pour que Rossi meure. Et qu'aujourd'hui, il est mort en vain parce que vous, les politiciens, vous l'avez utilisé, mais aujourd'hui, vous vous battez encore. Vous êtes là, vous allez vous battre pour vos postes ministériels, vous allez vous battre pour autre chose. Quel poste ministériel? Il y a encore un autre gouvernement? Peut-être. On ne sait jamais en RDC. Hein. On ne sait jamais chez nous. Nous sommes un pays à part. Hein. Moi, comme j'habite Kassangoulou, peut-être que je ne suis pas au courant. Mais madame, je vais vous rassurer. Kassangoulou, c'est en République démocratique du Congo. Je vais vous rassurer. Ce garçon n'est pas mort en vain. Si on a gardé son corps pendant 3 mois, c'est que le gouvernement congolais avait quelque chose à se reprocher. Et de grave. Mais le procès de son meurtrier, en fait, de son assassin présumé a commencé. Hein. Madame, nous connaissons comment ça s'arrête, comment le procès pro-pouvoir, ça se termine. Madame, la scène qui m'a choqué. Madame, moi je suis un traditionnaliste. Celui du cercueil, on a déposé le cercueil. Moi je suis par terre. Moi je suis un bantou, madame. Le cercueil de Rossi Mukendi avec les camions de la police sous les macadam où il a trouvé la mort. Madame, nous sommes des bantous. Le peuple congolais est à 95% bantou. Nous avons droit au respect aux morts. Et c'est le seul moment, madame, quand vous voyez un corbillard passer, policiers, militaires en tenue, rend hommage. Et c'est ce cercueil-là qui était souillé sur le macadam congolais. Même l'enfant qui est de toi, tu peux l'accepter? Faire passer 3 mois une famille, les empêcher d'aller voir leurs enfants, les empêcher d'ouvrir le cercueil de leurs enfants. Non, madame, c'est les gars dans beaucoup de photos. Non, non, madame, sincèrement. Il a dit lui-même, le peuple gagne toujours. Donc nous allons terminer par les 45e anniversaire de l'IFASIC, et bien notre alma mater, la grande école qui a fait sortir dans ce pays des journalistes illustres, a célébré cette année, a commencé la commémoration de ses 45 ans d'existence. Alors, nous venons pour les 45 ans de l'IFASIC. Comme vous savez, l'IFASIC a été créé le 28 mai 1973. Alors, cette année, nous fêtons les 45 ans. Alors, à l'occasion de ces festivités, l'association, l'amicale des anciens étudiants de l'ISTI IFASIC organise une série d'activités cette année. Et ce samedi 26, nous lançons ces activités. Donc nous aurons une marche qui partira de l'IFASIC
jusqu'au terrain Olson de Barumbu, où nous organiserons 2 rencontres de football. La première qui opposera les anciens de l'IFASIC et les étudiants. Donc, premier match est masculin. Le second, c'est un match des femmes, donc qui opposera les anciennes de l'ISTI IFASIC et les étudiantes d'aujourd'hui. Donc, nous faisons un appel à tous les anciens étudiants de l'ISTI et de l'IFASIC et à les étudiants d'aujourd'hui de venir pour qu'ensemble nous puissions commémorer ces 45 ans d'anniversaire de notre alma mater. Jean-Claude Vemba, l'IFASIC célèbre ses 45 ans. Quand même, cette école a fait sortir quand même des grandes plumes, des grandes voix de notre pays, la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez connu des grands journalistes de l'époque? Parce que 45 ans, les premières générations des journalistes Bébé Mike Konzo, Gaston Tiengi Bembe, Mouissa Camus, notre papa de Lima et Solomois, Raphaël Panoubibanda, tant d'autres. Et ça a continué jusqu'à Toukani, Branly Nzouzi, il y a eu des Mavomo, il y en a eu des grands dans ce pays. Et Dieu merci, on continue toujours à en avoir, tels que vous, les Mamina Masengo, les Rachel Kitida, les Déborah Nkoulou, et tout ce monde. Au niveau où vous avez l'équipe Ambichitois, il a maintenant des jeunes, de Freddy, enfin, non. Il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup. La preuve en est même qu'il y a un de vôtres, innocent Olinga, qui a failli se faire enlever avant-hier. Erreur. C'était une erreur. Madame, selon la police. Pour aller faire une erreur en allant enlever quelqu'un, bon, on aurait tout vu dans ce pays. Madame, j'ai dit tout simplement, ce pays nous appartient tous. Et je me rappelle d'une phrase célèbre de Fumosimo Gimbangu. Un jour, les Noirs dirigeront ce pays, les Blancs partiront. Et moi, je paraphraserai aujourd'hui. Un jour, les fils du Congo seront véritablement là pour le Congo. Et ces jours-là, nous tous, nous le regarderons entre 4 fers. Merci Jean-Claude Vemba. Nous sommes de la 18e promotion de l'ISTI à l'époque et IFASIC aujourd'hui. Donc un gros coucou à ceux de ma promotion. Mami il est là, Willy Kalengai, Tito Ndombi, il y en a beaucoup. Jacqueline Kadieboué, Mati Moupapa, beaucoup. L'ISTI a fait sortir des grandes plumes. Mike Moukeba Inkoso de la 18e promotion, Pascal Amissi. On est à plusieurs, une centaine. Et si je ne vous ai pas cité, vous êtes dans mon cœur, la 18e promotion. Et bravo à l'IFASIC, 45 ans, c'est l'âge de la maturité. Merci donc à toute l'équipe technique. Et un bon recteur, Jean Chrétien et Cambo. A été aussi parmi les grands recteurs. Et Malembe Tamandiak, notre patriarche. Nous allons terminer par cela. Merci donc à tous pour votre fidélité à cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Prenez rendez-vous avec nous le dimanche prochain. Inch'Allah.